Bonjour Jean-Christophe, Bonjour Jeanne. et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien sur ma chaîne. Je suis très très honoré et c'est une grande chance. Merci de me donner la possibilité de dire tout ce que j'ai à dire. J'en aurais peut-être trop des choses à dire, mais c'est une grande chance. Je voulais te féliciter d'abord parce que je connaissais un tout petit peu ta chaîne de loin. Et puis évidemment, le fait que tu me proposes de venir m'a permis aussi de la découvrir pleinement, ta chaîne, évidemment de découvrir toutes les interviews, mais aussi tout ce que tu fais comme capsule depuis le Covid. Ça représente un certain nombre de capsules, je ne les ai encore pas toutes vues. Mais en plus, ça sera une choix aussi pour moi de les partager à mes élèves. Ça y est, je suis déjà trop bavard. Pas de problème. Ouais. Non, mais merci à toi. Ouais. Mais alors, en plus, comme tu dis, c'est moi qui t'ai proposé de venir. Je suis tombée sur ton site par hasard. J'ai découvert ton parcours, ta personnalité, tout ce que tu proposais. J'ai trouvé ça tellement inspirant que je t'ai immédiatement écrit et tu m'as répondu. Donc vraiment, un grand merci. C'est moi qui suis honorée. Bah oui, je sors les petits textos, Jeanne Dorche, mais c'est pas possible. Et effectivement, c'est le bienfait finalement quand même d'Internet. Et sans Internet, on n'aurait pas pu se rencontrer et on a plein de choses à se dire. Ouais. Donc je suis vraiment très heureux. Je te remercie. Alors c'est peut-être effectivement le volet arrangement qui t'a, comment dire, inspiré un petit peu au départ Oui, quand tu es en tombé fait, je cherchais des arrangements pour Oui. des groupes de violoncelle et je Mm. suis tombée sur les tiens, qui sont très très bien faits d'ailleurs, donc vraiment bravo à toi pour ce travail. Mais surtout, j'ai découvert un univers qui est complètement atypique, entre guillemets, parce que Mm. tu proposes tellement de choses différentes qu'il fallait déjà être sûr que ce soit la même personne qui proposait toutes ces choses-là. Et on sort vraiment des sentiers battus. On a l'impression que tu as créé tout un écosystème qui n'appartient qu'à toi et dans lequel tu proposes ce que tu veux. C'était tellement intéressant, tellement inspirant que du coup, je me suis dit, c'est super que tu viennes en parler. Donc effectivement, c'est d'abord la partie arrangement où tu es connu pour ça. Tu fais des super arrangements pour les ensembles de violoncelle, mais il y a tellement d'autres choses derrière. Puis surtout, derrière ce que tu présentes, il y a toute une pensée pédagogique et une pensée musicienne qui est vraiment différente, qui déconstruit beaucoup les schémas. Donc je pense que c'était aussi super intéressant de parler de ça avec toi sur cette chaîne. Bon, je ne sais pas par quel bout prendre. C'est effectivement une des difficultés pour moi, c'est d'incarner une seule et même personne. Et souvent, j'ai pas mal de casquettes. Et c'est ça qui a fait en fait toutes ces casquettes que j'ai choisi de faire ce métier. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je viens d'un milieu en fait très conservateur. Famille de musiciens, prof au conservatoire, frère prof au conservatoire. J'ai été avec une compagne pianiste pendant 10 ans, on a fait de la sonate. Donc avec tous ces réseaux des conservatoires, j'allais d'abord dans ma ville natale, à Dijon, la Bourgogne, dans les petits conservatoires autour, puis au CRR de Dijon, où bien sûr j'ai fait mes premières années de violoncelle. Mon papa il m'a mis un violoncelle dans les pattes en fait à 3 ans. Il paraît que j'avais dit que je voulais jouer du gros. Voilà, donc tac, je me suis retrouvé avec le violoncelle. Papa était altiste et violoniste, maman était violoncelliste, et puis mon frère lui jouait du violon. Puis bon, un jour mon frère lui il a dit voilà, c'est bon, j'en peux plus, et il s'est mis à la percu. Alors c'était un peu le drame. Voilà, j'ai vraiment évolué dans les milieux des conservatoires, c'est mon parcours. Et puis, il y a un moment donné, alors j'ai fait les classes MU, les classes CHAM, etc., au conservatoire de Dijon. Donc oui, Et ce que tu me disais d'ailleurs ouais, ouais. juste avant cette interview, tu étais vraiment un produit de conservatoire. Voilà, Là. le truc très C'est intéressant standard, vraiment. comme définition en Et fait. c'est vrai que je me suis construit avec et en opposition. Voilà. Et c'est, je crois, parce que à un moment donné, je me suis construit avec. Bon, alors du coup, j'ai eu envie de continuer parce que j'étais pas tant scolaire que ça, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, quand j'étais en classe TMD, technique de la musique et de la danse, au lycée, euh, en fait, je veux faire la musique parce que c'est la seule chose qui m'intéresse vraiment. C'était mon raisonnement à cette époque-là. Et en fait, je ne connaissais pas encore l'amplitude de ce que ça veut dire la musique. Et c'est ça la grande chance que j'ai eue plus tard. C'est à la fin de mes études supérieures, c'est de partir à l'autre bout de la France. C'était pas partir. J'ai fini mes études à Genève, mais je suis parti dans une petite ville dans l'Orne, Flers dans l'Orne, pour mon premier poste dans la fonction publique territoriale, parce que j'étais déjà attaché à cette notion d'enseignement dans la fonction publique. Bon. Et je suis parti sur ce nouveau conservatoire qui venait d'ouvrir, alors une ville qui promeut la culture, donc j'avais un beau poste, un théâtre, un forum, des ingé-sons à disposition, une saison musicale pour les profs.
et la possibilité de tout réinventer. Et en fait, à ce moment-là, c'était le départ déjà d'une envie de tout reconstruire, de tout ce qui avait été mon cheminement un peu trop traditionnel et en fait un peu trop cloisonné. Parce qu'après ça, j'ai aussi découvert d'autres esthétiques musicales. Et en particulier parce que je suis arrivé dans une ville où je ne connaissais pas encore grand monde et je me suis intéressé au bal folk, à la musique irlandaise et aussi au jazz manouche. Voilà. Alors, ce n'est pas des musiques que je pratique enfin si, pour certaines, un peu professionnellement, mais je suis allé voir d'autres cadres de pratique musicale qui, pour la plupart, fonctionnent sur la tradition orale. Voilà. Et où l'apprentissage aussi fonctionne à travers l'oralité. Et là, je me suis rendu compte, j'ai des amis qui font du bal folk, ils pouvaient jouer 5 heures de suite sans aucune partition. Et moi, j'arrive, bon, j'ai eu 2 masters, j'ai passé ma vie dans les conservatoires, voilà, ma vie, c'est la musique dite classique. Et là, je ne peux pas jouer une note alors que eux, ils jouent pendant 5 heures. Et on dit que c'est des amateurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un autre métier et qui font ça pour le plaisir. Voilà, et toutes ces notions-là, en fait, c'était pour moi un travail d'étude de me poser la question, mais comment ça se fait que je n'y parviens pas aussi bien qu'eux, disons? Parce que ça fonctionne autrement, et aussi, qu'est-ce qui, chez eux, fonctionne si bien? Et dans un sens, alors que j'étais censé être quelqu'un de bon pour l'oreille, parce que j'ai une formation de compositeur, j'ai fait 10 ans d'écriture-composition, voilà. C'est toute une part de ma vie, même très importante aussi, ce plan-là. Donc j'avais même des profs qui sont connus dans notre métier, qui disaient, bon, qui m'appréciaient parce que j'avais vraiment une oreille harmonique, comme on dit, etc. Donc j'avais des croyances sur moi-même assez, voilà, qui est aidante, comme on dit. Et puis là, je me retrouve avec des gens qui pratiquent 2 types de musique et j'arrive pas à mémoriser, ni plus ni moins que 5 minutes où je galère, enfin. Et c'est en jouant avec eux, en passant des soirées, etc., que, oui, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que je mémorisais les choses par automatisme. Que sans intellectualiser, sans passer par la partition, alors que pourtant, moi, je suis vraiment l'homme de la partition, quoi, hein, j'ai toujours passé par l'écrit pour intégrer, pour mémoriser. Et là, sans passer par la partition, mon cerveau mémorisait les mélodies et il les retenait. Et d'un seul coup, ah ouais. Et même, typiquement, pour moi, c'était compliqué, c'était d'entendre ce que j'appelle une basse qui n'est pas la bonne. Parce que bon, voilà, j'ai cette formation d'harmoniste. Donc, je ne sais pas la bonne basse où ça va faire une quinte parallèle, mon Dieu. Donc, des choses qui me faisaient sursauter jusque-là. Là, il n'y a pas la bonne basse, mais finalement, mon cerveau l'intègre et elle devient la norme, cette note que j'aurais toujours considérée comme pas correcte. Alors, en fait, tout ça, c'est des esthétiques. Et chaque esthétique a ses normes. Et de la même façon, dans la musique dite irlandaise, j'ai pris 2-3 cours et là, une autre façon d'apprendre qui passait par la mémorisation par phrase, par mimétisme exclusivement. Et tout ça, ça m'a complètement chamboulé dans mon métier d'enseignant, que j'avais de toute façon envie de faire évoluer. Parce que, encore une fois, j'ai tiré tout ce que j'avais à apprendre du monde dans lequel j'ai évolué, ado jusqu'à 28 ans. Et en même temps, il y avait des choses que j'avais envie de changer. Et toutes ces choses-là m'ont beaucoup nourri dans ma façon aussi d'enseigner quand j'ai commencé dans la fonction publique territoriale, là dans l'Orne, dans ce conservatoire tout neuf, où il y avait une contrainte, il y avait l'obligation de faire tous les cours en collectif. Alors, ça peut faire sauter beaucoup de gens au plafond, dans ma propre famille aussi. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais eu mon diplôme d'État à Paris, j'avais eu mon master orientation pédagogique à Genève. Donc, j'avais fait 4 années d'études de la pédagogie. Et donc, j'avais un peu envie de bouger les lignes, ça c'est sûr. J'avais écrit 2 mémoires, etc. L'un sur le trac, l'autre sur musique et ludisme. Donc, le fait de jouer de la musique. Alors comment apprendre la musique sinon aussi peut-être par le jeu? Et pourquoi pas par le jeu pour des enfants mais aussi pour des adultes? Et finalement, est-ce qu'on ne termine pas par jouer de la musique plutôt qu'exécuter de la musique? Et pour revenir donc à ces cours collectifs qu'il était la règle de donner dans cet établissement dans l'Orne, en fait, je me suis éclaté. Je me suis éclaté pendant 6 ans parce que j'avais les élèves. Alors, on avait beaucoup de liberté. Et donc, je les prenais en gros de 2 à 4 en même temps. Donc, que ce soit pour des initiations, comme aussi pour des adultes amateurs qui jouaient très bien, ou des ados de 2e cycle. Et bon, voilà, il se trouve que comme je suis compositeur et arrangeur,
Bon, bah, voilà, c'est vrai que je produisais pas mal de contenu, typiquement pour chacun des groupes, ce qui demande du travail, mais pour que voilà, un groupe puisse jouer et apprendre tous ensemble. Et c'est vrai que c'est devenu, j'ai cultivé des choses dans mon enseignement qui aujourd'hui sont des fondamentaux. Et il y a des choses sur lesquelles je ne ferai jamais machine arrière, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, je suis même encore en train de faire changer beaucoup de choses dans ma façon d'enseigner. C'est une liberté que j'ai parce que j'enseigne donc en Normandie, dans un établissement où j'ai cette liberté-là. Et c'est vrai que bon, quand on a la liberté pédagogique, c'est quand même une grande chance. Je ne suis pas dans un gros CRR, même si j'y fais souvent des remplacements dans les CRR, où j'ai la mission de faire passer tel examen de fin d'année parce qu'il y a tel grand professeur qui va venir de Paris. Et c'est vrai que ayant évolué dans ces milieux, aujourd'hui, j'en suis un petit peu revenu. Je trouve que c'est très difficile pour déjà des ados, bah surtout des ados, après ce qu'on appelle les adolescents, enfin enfin, des grands ados qui, à partir de allez, 15 ans et demi, 16 ans, peuvent jouer très bien. D'autres vont avoir plus de blocage, mais enfin, n'est-il pas normal qu'on ait des blocages quand en plus la pratique de l'instrument est si individualisée? Moi, je trouve que c'est ça qui est très difficile dans la musique occidentale et la spécificité des conservatoires et de nos instruments à cordes et du violoncelle où on va faire quelque chose d'extrêmement individualisé dès le départ pendant des années. Et d'ailleurs, j'ai adoré voir dans certaines de tes... Tu as fait une petite vidéo où il y a le violoncelle, la vieille professeure là, qui... et puis tu casses les a priori sur... et tu donnes des raisons pour lesquelles on peut aujourd'hui se faire plaisir en appréhendant un instrument comme le violoncelle. Mais c'est vrai que dans mon enseignement, celui que j'ai reçu, bon, j'ai eu des profs qui m'ont marqué à vie et qui m'ont appris des choses incroyables et je m'en souviendrai toute ma vie et je leur suis évidemment extrêmement redevable et ils m'ont inspiré énormément. C'est les grandes parts de mon existence, mais c'est pas moi non plus. Et, et je me suis construit aussi en opposition par rapport à certaines choses. Oui, faire toutes les études de tel compositeur à tel niveau, puis tel cahier, puis etc. C'est des choses en fait que à terme, moi, j'ai pas hyper bien vécu parce que quand ça se traduisait seulement par comme forme d'expression, un examen technique à peu près à Noël où je devais faire telle étude, telle gamme, machin. Et puis en fin d'année, l'examen de passage pour l'année suivante. Et puis après, au bout de 4 ans, le cycle. Et puis ensuite, alors moi, c'était le CFEM. Alors, il y a eu un moment donné, moi, je me suis retrouvé dans un petit boulot d'étranglement, un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que autant jeune avec mon professeur Laurent Lagarde, qui était le mien pendant 10 ans au Conservatoire de Dijon, il avait une très belle classe. Bon, il y a plein de violoncellistes qui ont fait carrière et qui ont étudié le violoncelle avec Laurent. Et c'est un professeur qui ne me donnait pas des explications sur tout et en même temps qui me laissait très libre. Alors comme j'avais une famille de musiciens, un background, très tôt, disons que j'ai eu la chance d'avoir aussi un apprentissage informel, mais qui fait énormément celui-là pour l'oreille. C'est vrai que mon père, il faisait des stages quand j'étais petit avec ses élèves de musique de chambre. Il était prof au CRR à Châlons et à Mâcon. Et donc, il avait ses élèves et l'été, il organisait des stages de musique de chambre. Et moi, tout petit, il avait fait des arrangements où je pouvais jouer le premier sextuor de Brahms. J'avais que des blanches, mais je jouais avec eux. Ben, en fait, c'est une chance de dingue. Parce que, et c'est ça qui n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que celui qui ne va pas vivre ça dans son enfance, ça ne va pas être forcément facile pour avoir une oreille de chambriste. Et c'est vrai qu'après, bon, moi, petit à petit, je parlais de ce goulot d'étranglement dans lequel je suis rentré parce que c'était le parcours du musicien classique, où j'ai commencé à me bloquer un peu avec tous ces examens, etc. Autant jeune, j'étais un élève voilà, qui marchait spontanément, autant progressivement, je commençais à tomber dans des angoisses, des phobies, des frustrations. Et puis j'étais avec... j'ai un copain d'enfance, François Robin, qui est un immense violoncelliste, qui a été quatuor Weinkeuil, tout ça. Donc, des gens qui jouent hyper bien. Enfin, on était copains, c'est génial, on s'adore avec François, etc. Puis toi, tu es à côté, tu passes l'examen, et en fait, tu travailles énormément aussi.
Tu commences à faire aussi des stages, des masterclass avec des profs et puis en fait progressivement tu commences à te dissocier en fait, à te mettre la pression sur tout. Et puis comme j'ai eu un enseignement assez traditionnel, bon première position je joue spontanément, pas de souci. Et puis plus ça monte dans l'aigu, plus ça monte dans l'aigu égale c'est difficile. Et en fait, dans mes études, là je basculais complètement. Quand j'ai commencé mes études supérieures au pôle supérieur de Paris chez Gagnepin, je me retrouve dans le groupe, on était en cours par 4 heures, 1 heure chacun, et je me retrouve dans un groupe dans lequel il y a Edgar Moreau qui a 12 ans et demi, ou je ne sais plus très bien quel âge, mais voilà. Et là, je vois un musicien, bon, forcément juste hors norme, et en même temps, je me dis, mais comment ça se fait qu'il a ce geste si spontané et si connecté? Et en fait, qu'est-ce qui se joue en fait? Et moi, Haute-Gare, je le regardais chaque semaine, je veux dire. Et je passais par exemple après lui, alors que c'était un sacré challenge, surtout que c'était des cours publics. Hein. Chaque semaine, c'était des cours publics. Donc il y avait beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent au cours de Gagnepin forcément, parce que c'est une montagne de sciences, et donc il a tellement de choses à dire avec chaque élève. Donc tu arrives, tu as ton cours public, etc. Quand je suis rentré dans la classe, j'étais en bonne forme. Je venais enfin d'avoir eu mon prix. Alors à l'époque, j'étais chez Marc-Didier Thiraud, aussi un très grand violoncelliste, passionné, passionnant. Voilà, j'avais fait 2 ans chez Marc Didier. Et il était tellement inspirant. Alors une école aussi, alors ça c'est plein d'autres considérations. Une école du violoncelle, juste tellement différente de l'école du violoncelle dans laquelle j'allais rentrer avec Gagnepin, puisque c'est l'école Navarra, voilà, hein, celle de Marc Didier Thiraud. Là, j'arrivais avec de la confiance. Je venais enfin d'avoir eu mon prix. Voilà, il y avait eu Michel Strauss, j'avais eu mon prix Concerto de Dvorak, très bien l'unanimité, félicitations. Tu te dis, bon, t'as un petit peu, allez, ça y est. Et puis j'arrive, et là, en fait, progressivement, je vais, au fil des années, je vais me complètement, mais vraiment, je vais complètement perdre tout moyen et arriver à ne plus jouer du tout du violoncelle, quoi. Et là, en même temps, j'arrive au cours et je voyais Edgar, quoi. Voilà. Et alors, je me disais, mais comment ça se fait, quoi? Enfin, en plus, moi, je travaille avec Marie Thiraud, je travaille 8-10 heures par jour. Enfin, c'était vraiment, voilà, ce qu'on a tous beaucoup connu, en fait. Hein. Je suis dans une génération, c'est pour ça que je suis très honoré, je voulais te le remercier à nouveau, que tu me donnes cette parole, parce qu'aujourd'hui, ma génération, les violoncellistes, il y en a une pléthore, et puis des musiciens doués, humbles, qui ont des carrières de fous. Je pense à... Bon, maintenant, moi, je les suis sur les réseaux, les gens, mais voilà, il y a 1000 violoncellistes qui jouent magnifiquement aujourd'hui. Voilà, donc c'était la petite parenthèse pour te remercier de m'avoir donné cette parole, pour te parler de ce parcours, parce qu'en même temps, je pense qu'il peut faire écho, ce parcours, chez plein de musiciens qui n'ont peut-être pas forcément bien vécu l'enseignement dit traditionnel, et aussi tous les musiciens que moi je peux connaître qui sont mes élèves ou qui sont tes élèves, parce que voilà, je sais que tu as développé tout un grand cheminement là aussi avec ça, et si ça peut être profitable à certains, j'en serais tout heureux, parce que au final, parler de moi, c'est pas l'intérêt, mais c'est en fait le but, c'est pourquoi finalement, et c'est un peu dommage, il y a parfois un peu des élus et des gens qui arrêtent la musique, parce qu'on en est arrivé là avec notre système, malheureusement. Moi, j'ai beaucoup connu des musiciens, des gens qui venaient me voir après un concert, qui me disaient, voilà, bon, etc., s'ils avaient aimé, ils me disaient, voilà, j'ai beaucoup aimé, etc. Et puis là, après, ils me parlaient un petit peu d'eux. Moi, c'est vrai que si seulement, mais j'étais pas doué. Et alors, j'ai plein d'adultes comme ça, de n'importe quelle génération, mais plutôt bon, des gens de 40-50 ans, qui disent, ah, moi, j'étais pas doué. Et en fait, ils ont appris ça, parce qu'ils ont fait de la musique pour apprendre qu'ils n'étaient pas doués. Ils ont appris ça dans le lieu institutionnel, dans le lieu où on était censé, pardon, mais c'est vrai, leur apprendre la musique. Ils sont venus pour apprendre la musique, et ils sont repartis avec une résignation ou l'idée qu'ils n'étaient pas doués, et voilà. Et tout ça, moi, c'est quelque chose que j'ai moi-même beaucoup vécu, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je ne sais plus jouer, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'ai fait un cheminement, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même une grande richesse, c'est une raison, pas de vivre, mais c'est quand même un peu une raison de vivre par moment, d'avoir cette chance
de faire un métier artistique. Enfin, voilà. Donc c'est vrai, bon, aujourd'hui j'ai construit une saison musicale, etc. Mais j'essaye de faire, je fais des choses un petit peu, enfin voilà, je fais parfois je passe un peu du coq à l'âne dans mes activités. Mais voilà, j'ai développé le looper, le tango. Là, je viens de faire un tango équestre. Je joue dans un groupe où on essaie de faire se fusionner la culture dite classique avec le jazz manouche. Euh, voilà, je fais des arrangements pour des musiques populaires. Je dirige un orchestre à cordes, une association qui existe depuis une trentaine d'années, des gens qui viennent de toute la région, de tous les âges. Alors, nos grands élèves de l'école de musique peuvent intégrer cet orchestre, c'est génial pour eux. Et puis, bah, y a des gens, voilà, des amateurs qui jouent de leur instrument très bien, mais depuis 30 ans, ils viennent là. Et donc, bah, on a un bel orchestre amateur, et c'est une grande chance de pouvoir diriger ça ensemble. Et du coup, c'est aussi une grande chance pour moi parce que bah, je leur fais beaucoup d'arrangements. Et comme j'ai fait cette saison musicale aussi, donc par exemple, j'ai repris entièrement le set, on appelle ça un set d'un groupe de musique irlandaise, pour qu'il soit accompagné par un orchestre corde. Alors, ça fait partie des choses que j'aime développer aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer des cultures qui, a priori, ne se seraient jamais rencontrées autrement. Et c'est vrai que là, du coup, ça peut être une plus-value, l'écriture, parce que ça permet, bah oui, de transposer, d'assimiler les choses pour que les cultures puissent se répondre. C'est vrai que le musicien classique, sans sa partition, on ne le fera pas jouer avec un musicien d'une pratique de tradition orale, à moins qu'on adapte ce répertoire pour lui avec des partitions et qu'on fasse se rencontrer tout ça. Donc c'est des choses que j'adore faire. Et donc là, j'ai plein d'expériences à raconter là-dessus. Mais pour revenir à l'origine du point sur lequel j'étais, c'était pourquoi Edgar Moreau pourquoi Edgar Moreau s'en sort aussi bien. Et mon explication à ce moment-là, j'en avais une. En fait, cet enfant, à l'époque, tandis que moi j'étais dans toutes mes grandes questions d'ado qui n'arrivaient plus à jouer, qui joue dans la xème position du pouce ou en demi-position, ma lecture, c'était, il est toujours dans... Il n'y a pas de change, il n'y a pas de perception d'une difficulté. Il n'y a pas, attention là c'est dur, attention là c'est moins, ou là c'est bon, je peux me soulager, tout va bien, c'est moins difficile. Et j'ai appris qu'il avait fait l'école Suzuki à travers ta vidéo. Il nous parle un petit peu de ses débuts. Et tout ça, moi, ça me pose en fait de grandes questions sur notre enseignement traditionnel ou des gens de jamais... Parce que moi encore, j'ai réussi à devenir musicien. J'ai réussi quelque part. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont choisi, bah, malheureusement, je pense qu'on peut dire quand même malheureusement de s'orienter autrement alors qu'ils en avaient envie. Voilà. Et ça, forcément, du coup, c'est le mot malheureusement. Quand j'ai enseigné sur Genève, j'avais des élèves, amateurs adultes, qui avaient un métier pour gagner leur vie et qui faisaient plus de concerts que moi, professionnels, en tant qu'amateurs. Je trouvais ça génial. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un équilibre où ils faisaient un métier pour pouvoir vivre et en même temps, ils avaient une pratique amateur extrêmement nourrie. Ils faisaient plein de concerts avec des gens, avec un pianiste, avec un quatuor, avec du symphonique, avec l'orchestre local, etc. Et en fait, je crois que, pour moi en tout cas, mais je pense qu'il y a une part de bonne direction. Je pense que pour nous les musiciens, l'épanouissement passe quand même par de la pratique à plusieurs. C'est ce qui se passe dans les musiques de tradition orale en fait, où voilà, on ne joue pas seul dans son coin, on ne pratique pas seul 10 heures par jour dans son coin. On pratique ensemble. Il y a une pratique derrière pour pouvoir mémoriser, retenir, etc. Évidemment, les musiciens de musique irlandaise, ils passent du temps à mémoriser, mais souvent c'est aussi en groupe. Et du coup, il y a du social, il y a du lien social. Et moi, c'est ma grande critique au final de l'institution traditionnelle qui remonte à la Révolution, hein, les conservatoires, etc. C'est ce qui se concrétise dans la forme concerto, c'est-à-dire on fait un individu, voilà, qui comment dire, alors bien sûr qu'on va admirer parce qu'il est admirable, mais qui est un peu seul contre tous, quoi. Et ce dont moi j'ai beaucoup souffert, c'est de ce système où seul contre tous, où la pratique au conservatoire c'était l'examen technique, l'examen de fin d'année. Et donc c'est un truc, bah, y a un petit côté chacun pour soi, quoi. Et ça c'est terrible parce que c'est pas ça la musique, voilà. Et souvent des fois moi, les gens me disent comment un élève me dit comment tu fais pour t'accorder.
Et moi, en fait, dans ma génération, enfin, je joue des fois avec des gens, voilà, un festival là, il n'y a pas longtemps. Alors, beaucoup maintenant, on s'accorde avec l'accordeur. Voilà. Et évidemment, c'est génial, c'est incroyable l'accordeur. C'est super. Et en même temps, moi, ça me fait me poser des questions. Moi, je m'accorde plus depuis un certain nombre d'années avec un accordeur, sauf si, bon, dans certains contextes, évidemment. Mais non, je prends le La. Quel est le La d'aujourd'hui? Quel est le La du piano dans la salle où je suis? Quel est le La du musicien avec lequel je suis? Parce que, bah, en fait, la justesse, il me semble, mon point de vue, c'est un rapport entre les notes. Quelle est la bonne distance entre les deux notes? Et donc, du coup, une note seule, elle n'est jamais juste. Et quand il y a l'autre, voilà, elle trouve son intervalle, et là, elle sonne juste. Et pour moi, la pratique musicale, c'est un peu finalement la même chose. La pratique musicale, elle se fait de façon juste quand on la fait avec ces bons rapports de justesse en équilibre avec les autres. Voilà. Et du coup, le modèle dans lequel moi j'ai grandi ne me correspondait pas trop. Il ne me correspondait pas trop parce qu'il était trop dans une pratique où il fallait, dans un sens, que j'éclate les autres avec mon étude de Popper, octave, machin, 8, toute parfaite, un beau son, justesse, son rond, et intelligence du texte, compréhension de tout, place d'archer impeccable. et, et puis finalement, je reparle d'Edgar, mais tu vois, où finalement je finis par m'observer parce que, ah oui, en fait, je sais pas bien faire. Je vois que les choses négatives parce qu'on m'a toujours mis le doigt sur ces choses-là, mon changement de cordes, et toutes ces notions qui deviennent moi-même en train de me voir jouer et qui ont fait que, oui, quand je passais des concours, mais j'en perdais littéralement mes moyens parce que j'étais là pour 5 minutes à devoir être le musicien parfait, un peu, sachant que quand j'écoute un autre violoncelliste dans ma génération, eh ben, il y en avait tellement déjà que je ne trouvais pas ma place. Et donc je perdais littéralement mes moyens. Et donc j'ai beaucoup travaillé ensuite avec un pianiste, Pascal Lecor, qui a donc écrit L'Art du Track. J'ai travaillé 3 ans avec lui en fait, 2 ans en collectif et 1 an en individuel. Et j'en ai fait un mémoire au CNSM sur voilà, le rôle du track. Alors la question du track, beaucoup de gens l'abordent. Voilà, alors la spécificité pour moi, c'était dans l'enseignement musical. Le rôle du track dans l'enseignement musical. Et alors forcément, ça avait beaucoup de sens pour moi parce que j'ai été obligé de faire ce travail-là. Et je crois que sans ce travail-là, je n'aurais pas pu sortir de mon pôle sup, faire le récital de fin d'année comme je l'ai fait. Je n'aurais pas pu. Et, dans un sens, j'ai travaillé beaucoup sur mes émotions, sur ma maîtrise de mes émotions au moment de la performance scénique. Là, en l'occurrence, au moment de la performance qui n'est même pas scénique, qui est de contrôle voilà, institutionnel. Et en même temps, bon, c'est vrai que j'avais une grande chance d'avoir un maître du savoir, Gagnepin, Xavier Gagnepin, qui vous donne tellement, tellement, tellement à chaque cours. Voilà. Et c'est vrai que c'est un professeur, je l'avais connu en cours particulier avant. Un cours, ça me servait pendant 4-5 mois sur une œuvre. Et là, chaque semaine, pour moi qui suis très analytique en plus, c'était quasiment trop. C'est-à-dire que j'arrivais plus à absorber tellement. Voilà. En fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que bon, tu as quand même été super bien formé, ta famille musicien, tu as rencontré des super profs, je veux dire Gagnepin, tu as forcément reçu énormément de valeur, mais c'est le système qui, d'une certaine manière, t'a pas correspondu, qui t'a complètement, j'ai l'impression, même brimé ou cassé d'une certaine manière. Alors, c'est dur. Et ce qui est super intéressant, ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est justement ta renaissance un peu pédagogique. Oui. C'est-à-dire que en fait, tu as décidé de ne pas reproduire les schémas que toi, tu avais, entre guillemets, subis, et d'essayer de modifier la manière dont dont quelqu'un apprenait le violoncelle. Et ça passe par plein de choses. La manière dont on utilise son oreille, la manière dont le rapport à la partition, le track. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment, du coup, toi, tu as transformé ton enseignement? Alors, je l'ai transformé, j'allais dire, d'abord essentiellement pour les jeunes, évidemment, ceux qui commencent. Si je dois enseigner j'ai des grands élèves qui jouent très bien du violoncelle, des amateurs qui ont choisi d'en faire une passion. Et si je dois donc enseigner à un grand élève, ou quand je fais des remplacements, je faisais des remplacements quand j'étais sur Genève à la haute école, ou donc dans ma région au CERER à Caen. Donc si je dois enseigner un 3e cycle qui va passer son examen de fin d'année, évidemment, je vais rentrer quand même dans des cases pour qu'il puisse appréhender cet événement sereinement.
Mais précisément, alors, par rapport à ce genre d'échéances, pour lesquelles je trouve que ça peut être difficile pour un grand ado, c'est vrai que à la fois, bon, voilà, j'ai cette formation d'harmoniste, compositeur, donc assez vite, je vais accompagner aussi l'élève au piano. Et s'il y a besoin, le sensibiliser à l'harmonie, à ces choses-là. Parce que c'est des portes justement d'épanouissement pour un élève qui passe 6 heures par jour sur son instrument, un peu solo. Tout de suite, de le faire plonger dans ce mouvement qu'est le son harmonique, le rythme. Et donc, voilà, et tout ça se trouve forcément soit la partie d'accompagnement du piano, soit dans l'autre violoncelliste qui accompagne. Je joue tout le temps avec mes élèves. Voilà, je joue tout le temps avec mes élèves. C'est vrai que j'ai un petit peu souffert, enfant, d'un enseignement où moi j'étais face à mon prof sur son bureau qui m'écoutait et je lui faisais mes études, mes gammes, mes machins. Non, non, je joue avec mes élèves tout le temps. Voilà, donc forcément, oui, je me suis posé des questions sur comment enseigner un élève selon son âge et la direction qu'il emprunte. Euh, euh, mais je crois que, en fait, la notion de mimétisme, elle est quand même fondamentale. Voilà. En fait, si on doit aller au fond des choses, parce que c'est d'effet du jugement peut-être du professeur presque, mais surtout du jugement de l'élève sur lui-même. Quand on fait un geste pour obtenir le son qu'on a envie d'avoir parce que la musique le veut, voilà, en fait, et bien du coup, on ne se pose pas la question de comment on fait le geste. Et en fait, quand on se pose systématiquement la question du comment, et ben on peut en venir à se bloquer. Voilà. Moi, c'est vraiment c'est ma croyance sur la chose. Et c'est comme ça, dans mon expérience d'ailleurs de ce quintet que j'ai, Accord Nomade ça s'appelle. Bon, on a un guitariste qui est de formation classique, mais qui s'est spécialisé dans la musique dite manouche. Voilà. Et donc, notre quatuor à cordes classique vient fusionner avec sa culture à lui. Alors lui, donc, je disais de culture classique, il sait lire une partition, mais finalement, il a tellement développé l'improvisation et la musique dite tzigane, manouche, qui se passe sur des fréquences harmoniques, etc., toujours les mêmes, et puis par-dessus, tu improvises. C'est un musicien d'excellence, bon, et il peut improviser et nous faire une phrase, mais bon, on le laisse, quoi. C'est-à-dire, c'est magique. Et puis, alors comme on fait beaucoup d'arrangements, je fais beaucoup d'arrangements pour ce quintet, des fois, je lui apporte une partition, et Jérôme, ça le bloque complètement. Il n'arrive plus à jouer. Lui qui est un musicien d'excellence. C'est-à-dire que, et ça en fait, la partition, c'est contre nature, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, si tu veux. Et c'est ça vers quoi moi je me suis épanoui. C'est de me poser la question de comment retrouver un geste spontané, naturel, qui donne envie, où l'élève se fait envie, où il joue, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on joue, ou qu'est-ce qui fait qu'on bloque, quoi, en fait. Et souvent, tout ça se joue dans notre culture dite occidentale qui passe, et c'est quand même complètement aberrant de passer par de l'écrit pour faire du son. Et en fait, aujourd'hui, moi je le vois comme un outil qui était celui qu'on n'avait pas avant pour enregistrer. En fait, vraiment, c'est l'outil de l'enregistrement, la partition. Ah voilà, on aurait eu les smartphones plus tôt, bon, on ne serait pas forcément plus heureux, mais on n'aurait peut-être pas eu la partition. Et la partition, c'est un code d'une complexité monumentale pour faire de la musique. Or, la musique, c'est quelque chose d'ultra sensoriel. Donc, bien sûr, l'audition, mais les sens, la corporalité, la vue aussi. J'ai trouvé ça rigolo dans ton interview d'Éric Maria Couturier où il dit qu'il a ces petits traits pour les œuvres contemporaines qui sont si monstrueuses. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à un prof dont je n'ai pas parlé qui a été hyper important pour moi, c'est François Guy quand je suis arrivé à Genève. Ça a été difficile de me retrouver avec un prof école Navarra. Et pareil, je suis retombé dans des travers quand je suis arrivé là-bas. Et c'est intéressant pour moi ce concours à Genève parce que pendant un an avant, j'ai arrêté le violoncelle. Ça faisait 27 ans que je faisais du violoncelle. Et après mes études, j'ai continué le CNSM de Paris en écriture-composition, le diplôme d'État voilà, à Paris. Mais j'ai arrêté le violoncelle. Je ne faisais plus qu'enseigner pendant un an. Vraiment, je lui ai dit un peu ciao, quoi. Et puis, 2 semaines avant le concours de la haute école, allez, je me présente pour le master. Donc master instrument et pédagogie, parce que je n'avais pas fait de master encore, donc il y avait aussi le panel instrument auquel je ne m'attendais pas trop, en fait. et donc voilà, j'ai repris des répertoires et en 2 semaines, en fait, j'étais sans a priori, et je suis arrivé, j'ai fait mon truc et ben, j'étais pris en master
Euh, et du coup voilà. Et j'arrive avec un prof École Navarra ouah, qui me fait replonger dans des trucs dont j'avais pas du tout envie, quoi. Vraiment, les récitals, les concertos de Haydn. Enfin, moi, j'ai eu un moment dans ma vie, j'ai tellement évolué là-dedans que je n'en pouvais plus d'entendre un concerto de Haydn pour la 50 millième fois. Et j'en peux plus, mes oreilles, ça provoque une frustration, un blocage et machin. Et de toute façon, il y a tellement 10 milliards de personnes qui jouent ça magnifiquement. Pourquoi moi je devrais passer 10 heures par jour? Je le fais. Hop, je me remets à refaire 10 heures par jour sur mon Haydn. Et en plus, j'y arrive pas du tout fabuleusement, quoi. Parce que ça reste un répertoire peut-être qui est difficile, mais surtout qui est beaucoup trop joué, en fait. Moi, c'est ce que je crois. Et si on est comme moi, on se met tous les profs qui sont derrière, là, donc tu as la ribambelle des 10 profs qui débarquent, qui disent non, tu fais pas bien ton changement d'archet, non, c'est pas juste, non. Et au final, c'est trop difficile, en fait. C'était pas ça mon chemin de musicien, c'était pas. Et bon, après, je m'y suis retrouvé parce que j'ai fait d'autres répertoires que j'ai adorés. Et j'ai eu un professeur dans lequel j'ai vu à la fois de l'excellence et une immense humilité. Et ça, j'avoue que c'était incroyable. Et François Aguy, ouais, un immense homme d'une immense humilité en même temps qui a fait toute sa carrière soliste de l'ESR, quoi. Et soliste, et qui fait des concertos, etc. Bon, voilà. Donc, dans une même personne, trouver toutes ces valeurs, ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des grands musiciens, là où je peux me retrouver, des élèves qui venaient d'autres horizons. Il y a beaucoup d'international à Genève. Hein, donc, en fait, tout ça pour expliquer le track, en fait. Et c'est vrai que dans le cadre où j'ai évolué, on voit en fait assez clairement pourquoi petit à petit j'avais une pression d'enfer qui faisait que j'arrivais plus à jouer. Voilà. Et donc, moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé donc, pour pouvoir m'émanciper de ça et poursuivre mes études et les terminer. Voilà, ça s'est très bien passé, quoi, à la fin de mes études à chaque fois. Parce que j'ai fait ce travail, j'aurais pas réussi autrement. Mais je suis quelqu'un qui n'aurait jamais été capable de rentrer dans. Alors c'est marrant parce que je joue aujourd'hui souvent dans l'orchestre de Caen, mais les concours d'orchestre, c'est vraiment une monstruosité technique effroyable. Je veux dire, la performance qui est demandée, on connaît tous plein de musiciens autour de nous qui les passent, ces concours, c'est un chemin de croix quand même. Et seuls de très très grands musiciens avec un mental du type sportif de haut niveau sont capables de franchir ces choses-là. Et en même temps, ça me ramène à cette expérience d'Edgar Moreau, parce que je suis désolé, mais où les gens qui parviennent à passer à travers les mailles de ces choses d'une difficulté plus qu'extrême. Je pense que je vois même, j'ai des amis musiciens qui sont excellents et qui ont même des carrières internationales pour certains, qui ne sont pas rentrés dans des orchestres, quoi. Enfin, c'est clairement. Et pourtant, enfin, je veux dire, ils le pourraient, mais il y a tellement de gens qui sont présentés en même temps, et puis il faut être tellement la personne bonne à ce moment-là. Enfin, c'est quand même vraiment, c'est quasi inatteignable. Il faut être Federer, quoi, ou voilà, un joueur de tennis de cette, voilà, c'est ça qu'on attend. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, soit j'arrêtais la musique, soit je me posais la question, est-ce que je peux quand même faire de la musique? Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que parce que je fais plein de choses très différentes, et c'est ça qui m'éclate. Et je pense que c'est pour les élèves, il faut qu'on arrive à faire le même cheminement, en fait. Il faut les emmener vers de la pratique plaisir, absolument associé à un geste juste musicalement. Et ça, c'est pas du tout, c'est pas parce qu'on fait plaisir qu'on fait pas un geste juste musicalement. J'ai vu, il y a encore vraiment il n'y a pas longtemps, un élève qui débarque, je viens faire un remplacement, il me dit, bah moi, voilà, il passait le bac, donc là, je passe mon bac, puis après, j'arrête le violoncelle, parce que bon, j'ai toujours fait du violoncelle, mais parce que mes parents le voulaient, et il jouait très très bien, mais en fait, il avait toujours fait ça par obligation très bien. Ah, ça, je t'avoue que ça m'a un petit peu interrogé, quoi, pour pas dire choqué, en vérité. Je me dis, mais pourquoi? Enfin, à quoi ça rime? Et puis on est dans un service public. On est dans un service public, ça fonctionne avec la collectivité, quoi. Et en fait, c'est étrange, quoi, quand même. C'est étrange comme résultat. Donc oui, moi, la question de l'épanouissement dans ce que je fais, elle est primordiale. Et ça explique tous mes choix de vie après qui ont fait que je fais plein de choses. Alors voilà, donc par rapport aux élèves, effectivement, les jeunes, du coup, j'utilise des méthodes, mais la partition n'est pas le premier but, hein, clairement. Hein. Je veux absolument construire de l'écoute. C'est pour ça que dans le collectif, aujourd'hui je n'enseigne plus en collectif, le collectif je trouve a vraiment du bon, parce que les élèves s'imitent les uns les autres.
Et aussi, l'élève reformule. Les petits-enfants, j'avais des initiations à 5 ans et demi. T'en as 4 en même temps, c'est quelque chose hein, pendant 45 minutes. C'est ça aussi qui m'a fait un petit peu tourner la page parce que c'est épuisant de faire que du collectif. Au lieu d'avoir un élève, 45 minutes, t'en as 4. Et il faut s'en occuper des 4, quoi. Et puis ça demande aussi de toujours rééquilibrer en cours d'année les groupes, toujours, s'il y en a un qui marche un peu moins bien, il faut réussir à l'accompagner dans un groupe qui peut-être lui conviendra mieux, et il faut l'accompagner aussi, parce que ça peut dire pourquoi moi. Et puis celui qui marche super bien, on va le faire aller dans un groupe qui marche un peu mieux. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et de souplesse, mais les enfants s'imitent les uns les autres, reformulent les uns avec les autres les choses. C'est-à-dire que moi j'ai un langage d'adulte, même si j'essaie de l'adapter à l'élève. Parfois, il ne convient pas. Et puis des fois, même si je me suis dit, tiens, je l'ai bien expliqué, voilà que le môme d'à côté, il utilise un mot qui ne va pas du tout, entre guillemets pour moi. Et en fait, il a tout de suite compris. Parce qu'on n'a pas... Le langage des enfants est tellement juste. Il est tellement... et le langage des enfants, il dit tellement la vérité, tellement... voilà. Et donc... et voilà. Et en fait, mon cheminement, finalement, c'est de me dire comment j'écoute l'élève. Bien sûr, élargir le champ des possibles pour l'élève, le nourrir de ce que je sais faire. Hein. Je ne vais pas commencer à lui apprendre des trucs que je ne sais pas du tout faire. Comprendre comment il fonctionne. Et finalement, chaque élève, c'est une équation, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, chaque élève a son fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, si on l'écoute, il revient, quoi. Moi, je suis dans une école de musique. Si je faisais un cours hermétique, je n'aurais pas d'élèves. Et j'ai des élèves parfois, j'ai eu des élèves parfois, c'était, j'ose employer le mot sacerdoce, de m'occuper d'eux pendant des années, 5-6 ans, parce que quand on a un enfant qui est complètement verrouillé, mais vraiment absolument verrouillé, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui fait expérimenter corporellement, on essaie d'imaginer plein de choses. Et quand il y a un enfant qui est verrouillé, c'est terrible. Alors, quel chemin? Alors, à un moment donné, prof un peu sanction. Écoute, tu as travaillé combien de fois cette semaine? C'était quoi ta semaine? Alors moi, c'est vrai que j'ai vraiment appris avec le temps à savoir quel est le planning de mon élève et savoir quand est-ce qu'il va en faire vraiment de l'instrument. Je dis toujours 3 fois 30 minutes dans la semaine. Ça peut paraître... dans le cursus traditionnel, ça paraît extrêmement insignifiant. Mais je crois que si l'enfant fait véritablement ça, il mémorise. Voilà. Dans quel cadre aussi? Dans quel cadre à la maison il le fait ça? Le moment du Covid, c'était aussi pour les profs comme moi, c'était aussi un moment où on a fait des cours en visio et où je me suis aperçu qu'il y avait des élèves qui étaient dans des contextes pas possibles pour travailler leur instrument ou jouer. C'est vrai. J'ai vu des élèves qui étaient dans le salon pendant qu'il y avait les parents, d'autres frères et sœurs, le chien, assis sur le canapé, même pas un pupitre. Des trucs, et là, mais c'est pas vrai. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, non, le cadre à la maison, je dois, moi, le travailler avec l'élève et les parents pour dire, non, c'est comme ça. Je dis à l'élève, à l'enfant, tu ranges pas ton violoncelle de la semaine, en fait. J'essaie de trouver un espace où il met son violoncelle posé, ouvert. Comme ça, il le reprend plus volontiers aussi. Des petites choses comme ça pour essayer d'instaurer ces moments de pratique qui vont permettre d'ancrer, quoi. Parce que c'est vrai qu'un élève qui vient d'une fois à l'autre sans avoir pratiqué, on repart il n'y a pas de mémorisation. Et en même temps, comment l'élève tout seul mémorise de façon à peu près juste ce qu'on lui a donné dans un cours individuel. C'est là où c'est vrai que quand même, c'est important, je pense, de pratiquer d'autres pratiques, la pratique collective, d'essayer de développer toutes ces choses-là. Parce que ça donne du sens à la pratique de l'enfant ou des amateurs, des adultes, des ados. C'est quand même d'aller jouer ensemble. C'est vrai que j'ai un peu développé, même pas mal, j'ai beaucoup développé des arrangements de répertoire dans lesquels il y aura toujours une partie, donc il peut y avoir du 3e cycle, etc. Et toujours une partie première position, même pas d'extension, quoi. Et ça permet de faire jouer tout le monde ensemble. C'est le moteur, c'est la raison pour laquelle on fait de la musique. Et si c'est pas ça, malheureusement, je crois qu'il y a plein de choses négatives qui se développent, dans tous les sens. Voilà, donc c'est dommage. Et les gens qui viennent au concert, ils veulent pas de ça. Ils veulent de l'émotion, ils veulent du vivant, ils veulent quelque chose qui leur parle. Voilà. Et voilà. Donc il y a aussi la question, ça c'est un autre sujet, mais quel art on veut développer et à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'on le développe pour soi? Pourquoi pas? Moi j'ai étudié l'écriture 20e siècle, Webern.
voilà, c'est vrai que Webern, il faisait ça dans un sens peut-être plus pour lui que pour les autres, quoi. Et donc, moi, je me suis cassé les dents. J'ai toujours voulu être compositeur. Mon père, petit, m'a emmené visiter les maisons des compositeurs en Autriche, voilà, à 10 ans. Et donc, j'ai vu les maisons de Mozart, Haydn, Bruckner, tout ça, ça m'a... Bieber, et tout ça, ça... Ah, et donc, je suis reparti. 2 ans après, j'avais déjà des symphonies, tout ça. J'avais écrit des symphonies. Et donc, ma mère m'a dit, c'est pas possible. Et donc, elle m'a inscrit très tôt au conservatoire en écriture musicale. Et je me suis retrouvé avec Guy Leclerc, ça, c'est mon maître, un magnifique professeur. Et il a su s'adapter à moi qui étais en 5e, alors que les gens qui venaient se présenter là, ils étaient à la fac de musicaux. Et j'étais en 5e. Et en fait, ce professeur, il avait évidemment, en écriture, il peut y avoir des classes d'écriture où on se gave la tête de règles. C'est parfois malheureusement le cas dans certains cursus que j'ai pu connaître. Voilà, les quintes parallèles, les machins, les automatismes, on se gave de règles. Et bien avec moi, ce professeur, il ne m'a jamais mis de règles. En fait, il a senti que j'avais la chance d'avoir évolué dans un bagage, un milieu où on écoutait beaucoup de musique, où je pratiquais la musique. Donc j'avais des automatismes, voilà, la clé de tout, hein, je crois. Et du coup, il m'a dit, bah, tu chantes et tu notes ce que tu chantes. Et donc, oui, je mettais du coup les bonnes basses. Après, j'ai appris à mieux maîtriser l'écriture musicale. Et j'ai fait 10 ans avec lui, quoi. 5 ans d'harmonie, 3 ans de contrepoint. Et après, je me suis préparé pendant 2 ans au CNSM. Forcément, quand je suis arrivé au CNSM, voilà, c'était pas trop dur parce que j'ai eu la chance d'avoir un prof qui a adapté un enseignement qui peut être cruellement morose, quoi, à l'élève. Et donc, on a étudié les compositeurs et non les règles. Et tu vois, pour te partager une autre expérience, c'est que c'est particulier, mes parents étaient séparés, j'étais avec mon papa. Et quand j'allais chez mon papa, il y avait un piano et une montagne de partitions et de disques. Et vraiment, mon père, il achetait des partitions et des disques tout le temps. Et il m'en faisait écouter énormément de musique. Et voilà. Et parfois, il était très occupé, musicien. Très jeune, à partir de 12 ans, je pense, même avant en fait, je me suis retrouvé à pianoter. Mais comme si c'était complètement déconnecté de tout ce que j'avais eu comme enseignement avant. C'est marrant ça, hein. De façon complètement autodidacte. Voilà. Donc le clavier, j'y connaissais rien. Simplement, papa, si je lui demandais une heure, il me la faisait écouter et puis il me disait, tiens, tu peux aller trouver la partition. Alors, et donc, je me suis mis à pianoter, à m'amuser, à créer des choses, à inventer un langage musical. En fait, je n'utilisais même pas le langage qu'on m'avait appris. Incroyable ça. C'est quand même, ça pose question. J'ai appris le langage musical depuis ma petite enfance dans les conservatoires. Et là, je me mets à vouloir créer quelque chose. Je passe par un autre langage musical. Bon. Assez rapidement, il va s'avérer que la portée, c'est quand même bien foutu, donc je vais écrire sur la portée. Et je commence à écrire ces œuvres parce que mon père m'a emmené faire ce voyage en Autriche où j'ai visité les maisons de compositeurs et ça m'a donné envie de devenir compositeur. Et donc, progressivement, j'écoute plein de musique, je lis des partitions, je lis de la basse continue, mais sans avoir rien. Mais je lis des choses et mes doigts se posent sur la touche et petit à petit, j'ai des automatismes d'associer un son. Et bon, voilà, et ma première compagne me disait, mais beaucoup plus tard, elle me disait, mais c'est fou, tu déchiffres incroyablement bien, alors que je ne suis pas du tout pianiste. Enfin, pas du tout, quoi. Enfin, je suis devenu claviériste, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, je possède le clavier, j'improvise. Bien sûr, avec le professeur que j'ai, comme j'ai étudié les compositeurs, je m'amusais à improviser dans les styles. Donc, oui, je suis censé pouvoir un peu improviser, style Corelli, les auteurs que j'ai étudiés, Mozart, Haydn, Schubert, Chopin. Voilà, j'ai fait historiquement tous les compositeurs. Et alors, ce qui est intéressant et pourquoi j'en fais part, c'est parce que j'ai eu un rapport extrêmement spontané à ce clavier, sans aucun cours. Je veux dire, sans aucun cours, sans aucun professeur. Et je me suis devenu. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'en suis arrivé à être très à l'aise avec le clavier, alors que je ne me considérais pas du tout comme pianiste. C'est-à-dire que, ah non, moi je suis violoncelliste. Alors j'arrivais au piano, je pouvais être spontané. Et par contre, non, moi je travaille le violoncelle, et donc je prends le violoncelle. Et là, par contre, si je suis devant des gens qui sont des spécialistes du métier, j'ai peur. Donc j'ai appris dans mon enseignement, et c'est quand même un peu dommage, j'ai appris à avoir peur. Voilà. Et donc, oui, à la fin de mes études, il a fallu que je travaille beaucoup sur ça, à désapprendre la peur, qui peut toujours revenir pour moi. C'est-à-dire que, mais je sais aujourd'hui
mais c'est normal avec le parcours que j'ai eu, je sais que je peux avoir peur demain dans tel contexte. Il n'y a pas très longtemps, il y a même il y a vraiment un mois, j'ai fait un concert dans un festival, il y avait un grand violoncelliste qui avait été un de mes jurys au CNSM de Lyon, je n'étais pas rentré, il était là. Et on me le dit juste avant d'entrer sur scène. Et ça m'a cassé un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que, ouais, Souvenir de Florence, Magnifique œuvre, tout ça, génial, on est avec des amis, on joue ça, c'est trop bien. Et donc, bon, bah, heureusement que j'ai travaillé la maîtrise de mes émotions et du trac pour savoir oublier ça, mais quand même, c'était une mauvaise onde pour moi. Et c'est dommage parce que ce qui compte quand on va jouer sur scène, c'est pas de se voir à travers un autre. Enfin, je veux dire, c'est précisément là où, quand je reviens à mon expérience, quand j'arrive à Boulogne, je vois Edgar jouer de façon extrêmement spontanée, n'importe quelle difficulté. Il n'est pas en train de se voir à travers quelque chose, il est dans le geste direct, il est 100% connecté à ce qu'il doit faire, à l'écoute, il est disponible, son corps, ses sensations, le côté sensoriel est ultra ouvert. Et c'est ça en fait qui fait que, quelles que soient les circonstances, même il le dit lui-même qu'il peut avoir le trac, etc. Mais quelles que soient les circonstances, les capacités d'éveil ne sont pas inhibées. Voilà. Et ça, c'est en fait la différence entre le bon trac, celui qui va bien sûr avoir de l'adrénaline, parce que c'est normal, et c'est ça qui est génial dans la scène. Moi, des fois, je compare ça pour des étudiants, je dis c'est comme un grand 8 ou un manège. La première fois qu'on va dedans, on a trop peur, on n'a pas envie d'y aller. Non, pourquoi je suis monté là-dedans? Et hop, c'est parti, de toute façon, on n'a pas le choix, on y va, et c'est affreux. Et en fait, on termine le truc, on éclate de rire, on a trouvé ça trop bien, on veut tout de suite le refaire. Et pour moi, la scène, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a forcément de l'appréhension parce qu'il y a une part d'inconfort. On n'est pas naturellement à devoir prendre. Voilà, c'est pas la nature des choses que d'être tout seul d'un coup sur une scène. Encore une fois, c'est une construction très occidentale, là, la scène, le concert, le machin. Et donc, c'est pas naturel, quoi. Donc, c'est normal qu'on ait une adrénaline, un stress. En revanche, ce qui n'est pas du tout souhaitable, c'est quand ça inhibe. Voilà. Et c'est ça le problème du trac, c'est que si on se dissocie, en fait, eh ben ça y est, ça commence à s'inhiber de partout, et puis ça peut aller très loin. Enfin, je veux dire, alors on nous apprend à continuer à faire le sourire, mais en fait, on est dans un truc juste très très désagréable. Et c'est pas agréable pour soi, c'est pas ce qu'on veut. On a envie de s'épanouir, de faire ce qu'on aime faire, et autant le faire dans différentes formes d'art si l'art très institutionnalisé ne le permet pas, en fait. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pour ça que oui, moi j'ai développé le looper par exemple. Moi j'ai acheté ça par hasard totalement, hein, un jour, top, chat. Et puis après je me suis amusé avec, puis bah du coup bah ouais j'ai fait des recueils. Donc aujourd'hui j'ai 2 recueils, 15 titres chacun. Cyril Tricoire s'est intéressé à mes œuvres pendant le confinement, il les a enregistrées. Pendant le confinement il a fait une publication là-dessus, donc du coup il m'a fait une très jolie préface sur ces recueils. Et bon, j'ai envie d'en faire des nouveaux. Maintenant, j'ai introduit le looper avec mes élèves. Bon, je fais des masterclass aussi. Ah oui? Oui, voilà, pourquoi? Parce que en fait, le looper, ce qui est génial, c'est que justement, on est dans le jeu tout de suite. On s'enregistre et tout de suite, c'est reproduit. Donc, on entend instantanément ce qu'on vient de faire. Alors déjà, c'est un très bon moyen de s'entendre, mais on peut en plus réussir à faire disparaître la technique, que notre son ne soit pas amplifié. Parce que moi, c'était mon malheur au début, c'est que le son soit forcément amplifié. Non, on peut faire un looper sans avoir notre son qui passe dans l'ampli. On entend juste la reproduction de ce qu'on vient de faire. Du coup, notre son naturel, il est toujours là. On est avec notre violoncelle, pas électrique, quoi. J'ai vu que tu avais fait une super vidéo aussi sur le violoncelle électrique. Effectivement, le violoncelle électrique, c'est frustrant pour un violoncelliste parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas la résonance. En fait, il n'y a pas le système de base naturel, acoustique de la résonance. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça peut aller pour des scènes. C'est rigolo comme truc. Moi, j'ai fait un concert avec ça. Les gens ils disent ouais, c'est quoi ce truc bizarre? Moi, je dis toujours c'est Goldorak. Enfin, c'est un truc. Ben, c'est rigolo, mais c'est pas le violoncelle en tant qu'instrument acoustique. Ça ne peut pas. C'est un instrument électrique. Voilà. Et donc, et en revanche, on peut utiliser le looper en conservant les caractéristiques purement acoustiques de notre instrument, et ça, c'est fabuleux. Donc, on se dédouble et on s'entend, on entend ce qu'on vient de faire. Ça, c'est génial pour l'écoute de soi, sur tous les paramètres, quoi, évidemment. Le son, la justesse, le rythme. Et là, c'est génial pour les élèves parce que la pulse, quoi. La pulse, c'est jouer par-dessus. Est-ce qu'on est en rythme ou est-ce qu'on finalement a tendance à faire du roubateau involontaire et tout ce qui fait qu'on prend du temps parce qu'il y a des gestes techniques qu'on ralentit, etc. Ça, c'est génial. C'est un super outil pédagogique aussi
même s'il faut avoir un certain niveau quand même déjà pour être à l'aise avec son instrument, pour avoir une pulse, etc. Et je voudrais revenir à un autre truc, c'est un truc moi, dans lequel je change beaucoup de choses aujourd'hui dans mon enseignement. J'essaye de faire un cours basé sur une pulsation. Alors, c'est pas tout le cours, mais quand même, j'essaie de plus en plus. Le cours démarre et c'est parti, la musique démarre. Voilà, et je le fais beaucoup avec les plus jeunes évidemment. Et c'est-à-dire, concrètement, c'est... Alors concrètement, je commence, donc si c'est un débutant, euh, je lui fais un petit truc en PIDS et je verbalise même pas. Et je lui demande de faire après moi. Et il y a des enfants qui vont le faire spontanément. Il y en a un qui ne va pas le faire spontanément, ça arrive aussi très souvent, parce qu'en fait, il a déjà un petit blocage sur un truc. Voilà. Et donc, tout de suite, je lui dis, voilà, hop. Et puis, s'il ne fait pas en pull, je rajoute 1, 2, 3, 4. 1, 2, c'est à moi. 3, 4 à toi. 1, en fait, je commente 2 tout en regardant la pulse. 4 à moi. Et la pulse, ça ne s'arrête pas, en fait. Je parle en même temps. Voilà. Donc, je construis le cours entièrement comme ça. Ouais. Enfin, par session, on va dire. Ça peut être 10 minutes, quoi. Alors après, ça dépend des enfants, évidemment, hein, et puis des âges. J'ai en ce moment une adulte, je suis un peu parti dans un pari, mais qui intellectualise tout, tout, trop. Et tu sais, c'est le truc où après on se bloque complètement. Ça y est, on est reparti dans le truc et elle s'autorise rien parce que tout de suite, non, parce que pourquoi, comment. Et donc, en ce moment, ça fait quelques cours, j'ai fait que de l'impro. J'ai commencé avec le looper et après j'ai enregistré un cycle harmonique. Et chez elle, hop, elle a des notes, elle a des séquences de phrases, elle les joue avec sa séquence harmonique derrière, et elle a une pulse, elle a une justesse, et quand elle lâche, elle me dit, elle est trop contente en fait. Ça y est, parce qu'elle a lâché le contrôle. En fait, je crois que c'est pas par le contrôle qu'on maîtrise. Ça, c'était la phrase de mon master, mais c'est la phrase finale, c'est on travaille sur le track, quoi. La maîtrise, c'est pas le contrôle. Et quand on veut tout contrôler, on peut finir par plus rien maîtriser. Voilà. Et la maîtrise, ça passe en fait par des mécanismes d'automatisme. Et on ne peut pas, de façon consciente, tout contrôler en même temps. On n'est pas capable en fait. Notre langue, rien que le fait de parler, là, on fait tellement de... Quand on essaie d'apprendre une langue ou alors un mot nouveau et on ne sait pas le prononcer à des enfants, on ne va pas dire à un enfant, non, tu prononces mal, mets ta langue comme ça, fais-la glisser entre la dent comme ça, fais claquer, machin. Non, l'enfant, on lui dit le mot, paf, il le répète et ça y est. Mimétisme. En fait, c'est ça notre immense capacité d'apprendre. Et on va dans un autre pays et on apprend la langue très très vite. Quand on ne se pose plus la question du comment et qu'on fait avec l'immensité des sensations qu'on a, quoi. La sensorialité, c'est juste inouï, c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains. Et le langage, c'est top. Mais attention aussi au langage, des fois, il peut devenir un obstacle, quoi. Voilà, c'est ça un peu mon grand cheminement dans la pédagogie. Et c'est le fait d'avoir vu d'autres pratiques musicales qui passent par l'oralité qui m'a beaucoup interrogé, en fait. Ouais, vraiment. Et puis d'avoir souffert un petit peu des affres du système institutionnel, encore une fois, dans lequel j'ai même pas grandi, dans lequel je suis né, en fait. Et je voudrais quand même faire part d'une expérience, si on a le temps pour terminer, mais avec mon quintet à corps nomade et ce guitariste de jazz manouche, un jour on va dans un festival de jazz manouche hyper important dans le sud de la France. On arrive la veille et le soir, il y a donc festival, plein de concerts, il y a 1000, je sais plus, c'était une énorme scène de dingue, peut-être 2000, je sais plus, c'était folie quoi. Et là, il y a les musiciens qui jouent, et il y a le fils de Django Reinhardt sur scène, et on se regarde. Et nous, syndrome de l'imposteur, avec mon quatuor à cordes surtout, parce que nous, on est formation classique. Donc on joue avec Jérôme Brachman, qui est le guitariste, qui lui connaît tous ces répertoires-là. Mais nous, on a arrangé, adapté, appris. On a appris à devoir faire swinguer un répertoire classique aussi. Donc mais on joue toujours sur partition aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait combien de fois on les a fait, ces choses-là. Et là, on arrive et des musiciens qui jouent pendant des heures durant. Alors, en vérité, ils font leur concert, mais après le concert, ils continuent à jouer toute la soirée. Le lendemain, on en retrouve un. En fait, il avait joué toute la nuit. Il n'avait pas arrêté. Il était parti dans une autre ville, il était allé jouer là-bas, il était revenu, il n'avait pas... Bon, il fonctionne avec des produits hein, à ce stade. Et ce gars-là, franchement, je dis toujours, c'est un Paganini. En fait, en chair et en os, le gars. C'est un Paganini, quoi. Enfin, c'est Paganini vivant. Il se pose, il joue, c'est parti, il parle pas. Voilà. Mais par contre, on se régale. Et il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Et alors, on se retrouve le lendemain, on fait notre concert. Bon, il s'avère que ça plaît, soulagé, ouf.
Voilà, ça plaît, même alors les gens se lèvent, etc. Donc ça plaît beaucoup. Bon, alors, et on se retrouve après ça, le concert, à la même table avec ce musicien juste en face. Juste en face de nous, donc il y a Paganini en face de toi. Et puis, donc, admiration totale, hein. Donc on n'ose pas trop parler. Bon. Et puis, il ne nous parle pas trop non plus, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, on comprend, il nous dit en fait qu'il nous admire. Alors, moi, j'avoue que moi, enfin, il n'y a aucune raison de nous à ce moment-là, pile, juste à cette heure-là de ma vie, il n'y a aucune raison qu'on m'admire pour ce que je fais par rapport à un type comme ça. Je me dis, lui, il est inouï. Et en fait, on comprend qu'il nous admire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on sait où c'est un do sur la partition. Tu vois? Et là, c'est le miroir, en fait. Incroyable. Voilà, pour inverser. Incroyable. C'est le miroir inversé. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est hyper dur. En fait, c'est pas du tout naturel. Et c'est hyper dur. Et en fait, être un musicien-lecteur, bah ouais, ça met 20 ans. Ça met 20 ans. Et c'est pour ça, alors des fois, moi, je me dis, ah, c'est incroyable. J'ai entendu dire, il n'y a pas très longtemps, il y a un musicien qui arrivait dans une émission de l'opéra, qui arrive face à des scolaires. On leur demande de jouer et on leur avait pas donné de partition. Et donc, ils n'ont pas fait ils ont rien joué. Parce qu'il n'y avait pas la partition. Bon, c'est un peu dommage. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est ça aussi le musicien occidental. Tu vois? C'est-à-dire, et c'est notre richesse inouïe, l'écriture. Parce que sinon, on n'aurait pas eu Beethoven. Tu vois? Je parle Beethoven volontairement, parce que Beethoven, c'est vraiment c'est la quintessence, c'est le début de la musique contemporaine. Il y a beaucoup de compositeurs de musique contemporaine qui ont eu envie de composer parce qu'ils ont découvert Beethoven. Parce que Beethoven, en fait, c'est de la musique contemporaine dans un cadre harmonique Mozart-Haydn, en fait. Mais c'est la musique contemporaine. C'est une musique qui est très bizarre. Enfin, c'est vrai, en fait, c'est une musique de taré. Mais c'est ça qui est génial. Si on a envie de se pencher dans la partition, on peut y passer toute sa vie sur les partitions de Beethoven. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile à jouer, dans un sens. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas spontané, en fait, du tout, chez Beethoven. C'est de la musique qu'on pourrait, enfin, quand même, qui a un cheminement très intellectuel. C'est du Webern, mais dans un cadre Haydn-Mozart. Et donc, alors bon, puis avec quand même la puissance de l'émotion, de l'harmonie, quoi. C'est la quintessence des choses. Enfin voilà, c'est magnifique. Ce musicien, voilà, qui nous dit, il nous admire, celui qui est tant un génie, parce qu'on sait lire la musique. Et en fait, effectivement, dans notre culture occidentale et conservatoire, on apprend à être des musiciens lecteurs. Et ça, en fait, musicien lecteur, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade pour devenir musicien lecteur. Parce que, en fait, c'est des trucs complètement paradoxaux, finalement. D'autant plus que la partition peut être d'une complexité infinie, quoi. On le voit dans un Beethoven ou dans une musique contemporaine, mais même dans une musique soi-disant plus accessible. Ou inversement, Mozart ou Chopin, c'est translucide, la partition. Enfin, translucide. En tout cas, musicalement, c'est ça aussi qui est très difficile pour certains pianistes qui vont dire « Ah bah non, mais c'est trop spontané pour moi, quoi, quelque part. » Il y a un truc, il faut être tellement dans la spontanéité au moment de le faire, quoi. C'est ça qui est si magique avec ces compositeurs-là aussi, quoi. C'est incroyable parce que c'est comme si on avait mon musicien tzigane Manouche qui improvise, Mozart ou Chopin, moi je le vois comme ça, sauf qu'il a laissé la trace dans la partition et quand un pianiste ou un autre musicien rejoue cette musique-là, il faut qu'il la connaisse, qu'il la fasse jaillir de lui comme si c'était une improvisation, sauf qu'elle est déjà écrite depuis... voilà. Et ça, moi, c'est un truc aussi qui m'a libéré pour terminer, mais c'est de concevoir la musique que j'allais devoir jouer comme une improvisation. Voilà. Il y a un moment donné, je sais que j'ai beaucoup avancé sur ça, même à un moment donné, très précisément, je me souviens très bien à quel moment, mais d'intégrer tellement la partition, et à un moment donné, allez, je vais jouer ça, mais en fait, ça se trouve, je pourrais très bien changer la note d'après. Alors, ça ferait sursauter tout le monde, mais je la considère comme une impro. Et ça, je sais que si j'arrive à atteindre ce niveau-là de détente, ce que je retrouve plutôt dans un récital, à un moment où on va me laisser le temps, quoi. Si moi, c'est le truc qu'on court 5 minutes, impossible. Mais et ben là, ça y est. Si tu veux, voilà, quand on crée ces conditions-là de spontanéité, il y a l'expression de soi et donc surtout aussi des compositeurs, de tout ça, le son, le machin, enfin tout se libère, quoi. Voilà, donc ça c'est magique. Mais dire que le musicien lecteur, c'est vraiment un cheminement forcément difficile en fait. Et c'est un petit peu toute la grosse difficulté, je trouve, qu'elle est dans la musique occidentale. Pour terminer, j'ai un copain qui me dit toujours
parce qu'on le voit sur les réseaux parfois, apprends le piano. Moi, je vois, allez, en 5 minutes, je viens de voir un truc, en 10 minutes, apprends 100 chansons. Bon, et Je l'ai vu aussi. tu l'as vu aussi, ouais. Et donc, bon, bravo aux gens qui arrivent à réinventer quand même, parce que c'est des formes. Justement, il faut aussi retravailler plein de choses pour réussir à faire ça. Mais j'ai un copain qui dit toujours, moi j'ai inventé une nouvelle méthode qui va faire fureur, apprendre à devenir un excellent musicien en 35 ans. Voilà. Et bon, je trouve qu'il a raison. Ouais. Voilà, on a chacun nos cheminements, et puis c'est ça qui est génial, c'est que ça met toute une vie, et c'est la richesse de la musique. Donc je voulais juste te remercier extrêmement, mais très 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 sincèrement, de m'avoir donné cette opportunité de partager un petit peu mon vécu, voilà, d'un musicien comme beaucoup d'autres. Ce que tu nous racontes aujourd'hui, je trouve que c'est inspirant à tellement de niveaux. Déjà, par rapport à l'éloignement que tu as eu de la partition et la découverte, enfin, je veux dire, tu as cette humilité et cette ouverture, cette disponibilité pour tous ces nouveaux styles qui t'ont nourri et qui t'ont finalement construit, mais aussi par rapport à la pratique pédagogique, d'amener ça vers les personnes, et pas que les enfants, mais les adultes amateurs qui peuvent être bloqués par des refus des institutions, ou le fait qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons, ou que tout ce que tu as dit sur le don, et tu redonnes courage à beaucoup de personnes, je pense, en ayant cette démarche, et je pense que c'est important. Voilà. Donc merci à toi. Bah écoute, si ça peut profiter un petit peu, c'est là où je suis très, très heureux. Donc voilà, j'espère que quelques petites phrases pourront profiter à tous tes élèves. Et puis que voilà, quand même, je voulais te dire félicitations, parce que j'ai passé un peu de temps sur les réseaux à essayer de faire quelque chose. Et là, vraiment, tu as réussi à percer en te donnant les moyens. Et moi, je prends ça comme une leçon. C'est-à-dire aussi, si on veut réussir quelque chose, il y a quand même, il n'y a pas le choix. Il faut se donner les moyens pleinement de faire la chose. Si on commence voilà, à vouloir toujours en faire trop, eh ben, forcément, on n'aura pas assez de temps pour mener à bien cette action qu'on a envie de faire. Donc c'est comme une condition. Et donc bravo à toi quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire un tel truc, quoi. Il y a beaucoup de monde aussi là, donc bravo et merci. En tout cas, merci à toi pour tout, et puis bonne continuation pour tous tes projets, tout ce que tu vas accomplir. Bonne chance pour tout, et puis tu nous tiens au courant. Quant à vous, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, parce que Jean-Christophe ou moi serons ravis de vous répondre. À très bientôt, Jean-Christophe. À très bientôt, félicitations encore pour tout ce que tu fais. C'est une grande chance d'être passé sur ta chaîne, et donc je te souhaite tout le succès possible pour cette chaîne unique en son genre. Voilà, merci à toi. Merci. Ciao à tous. Au revoir.